histoire d'en dire plus. Crois-moi, mais 3 mois avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Un son! Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les bouleros, c'est du dragonal. D'autres personnes? Quel genre de personnes? Ça serait des gens comme vous. Des professions libérales? Non. Des vieux. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma, le podcast qui en dit plus sur le cinéma. Aujourd'hui, on attaque Armageddon, le podcast qui fort plus profond que Harry Stamper. Alors, salut les survivants de l'Apocalypse. Bienvenue dans ce podcast où on va parler du film le plus américain de l'histoire du cinéma. J'ai dénommé Armageddon. Oui, ce chef-d'œuvre de subtilité de 1998 où Bruce Willis sauve le monde en faisant péter un astéroïde avec une bombe nucléaire. Parce que c'est ça l'Amérique, baby. Quand tu as un problème, tu le fais exploser. Merci Michael Bay. Alors, installez-vous confortablement, prenez une bière ou 12, je vous le dis à chaque fois, vous allez en avoir besoin. N'incite pas la consommation par contre, avec modération. Et préparez-vous à un voyage d'une bonne demi-heure dans un univers complètement perché de Michael Bay. Un univers où la physique n'existe pas, où les foreurs de pétrole sont des héros et où Aerosmith fait la bande-son de l'Apocalypse. Chapitre 1, Michael Bay ou comment transformer une idée débile en or. Commençons par le commencement. Apparemment décidé en 1998, Hollywood avait apparemment décidé que c'était l'année des films catastrophes avec des rochers de l'espace. On a eu Deep Impact avec Morgan Freeman qui nous expliquait quel moment qu'on allait tous crever. Et puis on a eu Armageddon avec Bruce Willis qui gueulait « Pas sous ma putain de garde !» Michael Bay, ce génie de la subtilité, qui nous avait déjà offert Bad Boys et The Rock, s'est dit « Bon, un astéroïde qui menace la Terre, c'est cool. Mais qu'est-ce qui serait vraiment cool si on envoyait des mecs du Texas forer dedans ?» Et le pire, c'est que Disney, oui, Disney, hein, la boîte de Mickey Mouse, s'est dit « Ouais, ça sonne bien. V'là 140 millions de dollars. Amuse-toi, Michael. » L'idée de base était apparemment d'un scénariste qui s'était demandé ce qui se passerait si on découvrait un astéroïde géant fonçant vers la Terre. La réponse logique aurait été on envoie des astronautes entraînés avec des équipements spécialisés. Mais non, Michael Bay, dans sa sagesse infinie, s'est dit et si on envoyait des beaufs du Texas à la place? Le script a été écrit par Jonathan Hensleigh, qui avait déjà commis Die Hard 3, mais apparemment c'est pas assez con pour Bay, alors ils ont fait appel à J.J. Abrams. Oui, le futur destructeur de Star Wars, pour ajouter encore plus d'explosions et de dialogues à la con. Le résultat, un script de 2h30 où littéralement chaque phrase est soit une blague pourrie, soit quelqu'un qui crie. Chapitre 2, le casting, ou comment convaincre des acteurs sérieux de faire n'importe quoi. Parlons du casting, parce que bordel, quelle équipe. Bruce Willis dans le rôle de Harry Stamper, le foreur de pétrole le plus badass de la planète. Willis a accepté le rôle pour une raison simple, 20 millions de dollars. 20 putains de millions. Pour jouer un mec qui fort des trous. Le mec, il a compris le business, hein, à l'époque, le pauvre.
Mais l'anecdote la plus drôle sur Willis, c'est qu'il détestait Michael Bay. Genre vraiment. Il trouvait que Bay était un gamin hyperactif avec trop de budget. Un jour sur le plateau, Bay voulait qu'on fasse une prise où Willis devait courir pendant qu'une explosion se produisait derrière lui. Évidemment. Willis a regardé Bay et a dit « Michael, j'ai 43 ans, je ne cours pas. » Bay a insisté. Willis a répondu « Tu me paies 20 millions? Pour 20 millions, je marche. Tu veux que je cours? Ça sera 30. » Ben Affleck jouait A.G., le jeune con qui baise la fille de Harry. Affleck, qui était encore jeune et naïf à l'époque, a fait l'erreur de poser une question logique à Bay. Pourquoi c'est plus facile d'entraîner des foreurs à être astronaute que d'entraîner des astronautes à forêt? Bay l'a regardé et a fait son sourire de psychopathe et a répondu « Ferme ta gueule, Ben. » C'est devenu une blague récurrente sur le plateau. À chaque fois qu'Affleck essayait de comprendre la logique du film, quelqu'un criait « Ferme ta gueule, Ben. » Au final, Affleck a abandonné et s'est contenté de toucher son chèque. Son chèque. Sage décision, n'est-ce pas? Liv Tyler, qui joue Grace, la fille de Harry. Son rôle principal, pleurait en slow motion pendant qu'Aerosmith joue au fond. Ah oui, petit détail amusant. Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, Aerosmith, c'est le groupe de son père, Steven Tyler, le chanteur. Donc, on a une scène où Liv Tyler fait des trucs coquins avec Ben Affleck pendant que son père chante I don't wanna miss a thing. C'est le niveau de malaise qu'on atteint un peu dans ce film. Moi, quand j'ai revu ça, j'ai revu des années après, j'ai fait le rapprochement. Steve Buscemi dans le rôle de Rockhound, le génie psychopathe. Buscemi a accepté le rôle à une condition, qu'il puisse improviser la moitié de ses dialogues. Résultat, les seules répliques drôles du film. La scène où il pète un câble dans la station spatiale russe, totalement improvisée. Bay adorait tellement qu'il a juste laissé la caméra tourner. Owen Wilson, Billy Bob Thornton, Michael Clark Duncan, tous ces mecs ont signé pour ce délire. Pourquoi? Bah, l'argent, évidemment, mais aussi parce que Bay leur a vendu le film comme le film d'action ultime. Ce qu'il a oublié de mentionner, c'est aussi que ce serait le film le plus con de l'histoire. Alors, j'en rajoute. Chapitre 3. Le tournage ou comment survivre à Michael Bay. Le tournage d'Armageddon, c'était l'enfer. Littéralement. Excusez-moi, j'allume ma cigarette. Michael Bay dirigeait ce film comme s'il était en guerre. Première règle sur le plateau de Bay, tout doit exploser. Tout. Une porte, elle explose. Une voiture, elle explose. Un putain de caillou dans l'espace, il explose. L'équipe des effets spéciaux a utilisé plus d'explosifs sur ce film que l'armée américaine pendant la guerre du Golfe. C'est pas une blague, c'est les vrais chiffres. Bay avait cette manie de filmer avec 7 ou 8 caméras en même temps. Pourquoi? Parce qu'il voulait capturer l'action sous tous les angles. Le problème, les acteurs ne savaient jamais quelle caméra regarder. Du coup, la moitié du temps, ils regardent dans le vide comme des cons. Mais Bay s'en foutait tant que ça explosait derrière. L'entraînement des acteurs pour les scènes spatiales était un cauchemar. Ils devaient porter des combinaisons qui pesaient 30 kilos sous la chaleur du Texas. Billy Bob Thornton a vomi dans sa combinaison le premier jour. Ils ont dû la nettoyer, il l'a remise, il a revomi. Ça a duré une semaine. Willis, fidèle à lui-même, refusait de faire la plupart de ses cascades.
Sa doublure a travaillé plus que lui sur le film. Un jour, Bay voulait que Willis saute d'une plateforme de 3 mètres. Willis a regardé la plateforme, a regardé Bay, elle a dit Michael, je vais te dire un secret. Tu vois cette plateforme? Eh bien, va te faire foutre. Il était comme ça, Bruce, hein. Sans filtre. La scène de la destruction de Paris a été tournée à Los Angeles. Ils ont construit une réplique de la rue de Rivoli dans un hangar et l'ont fait exploser. Pourquoi pas tourner à Paris? Parce que les Français ont refusé que B fasse exploser leur ville. Ils sont sages, ces Français, hein. On est sages, hein. Ben Affleck raconte qu'un jour, il tournait une scène émotionnelle entre lui et Liv Tyler. Ben, il leur crée des instructions pendant la prise. Plus de larmes, plus d'émotions. Ben, touche-lui la joue. Non, pas comme ça. Comme si tu l'aimais. Tu sais que c'est l'amour, Ben. Ben, est-ce que tu sais que c'est l'amour? Affleck a craqué, a gueulé. Michael, ta gueule. Et ils ont gardé la prise. Enfin, ils ont coupé le Michael, ta gueule, hein, évidemment. Chapitre 4. La NASA ou comment faire pleurer des scientifiques. Ah, la NASA dans tout ça. Ces pauvres bougres qui ont essayé de rendre le film un minimum crédible. Spoiler alert, ils ont échoué. B avait réussi à convaincre la NASA de collaborer sur le film. Ils ont prêté des installations, des équipements, des consultants. En échange, ils espéraient un film qui inspirerait les jeunes à s'intéresser à l'espace. Ce qu'ils ont eu, un film où on envoie des cow-boys de l'espace faire péter des trucs. Mais en vrai, ça a marché quand même. Les consultants de la NASA passaient leur temps à expliquer à Bay pourquoi ces idées étaient impossibles. On ne peut pas faire atterrir 2 navettes en même temps sur un astéroïde. Réponse de Bay, pourquoi pas? Parce que la physique. La physique, c'est pour les perdants, répondit Bay. Un scientifique de la NASA a calculé qu'avec la taille de l'astéroïde dans le film, et la bombe qu'il utilise, l'explosion ne ferait qu'une petite rayure à la surface. Et quand il a dit à Bay, celui-ci a répondu OK, on fait une plus grosse explosion alors. Le scientifique, non, je veux dire, même avec une plus grosse bombe, Bay, plus grosse explosion. Le moment où les consultants ont définitivement abandonné, c'est quand Bay a décidé que les navettes spatiales pouvaient faire des manœuvres dignes de Top Gun. Un des gars de la NASA a pleuré en voyant les roches. Il a vraiment pleuré. Il y a une scène où la navette fait un looping pour éviter des débris. Un looping dans l'espace. Un ingénieur de la NASA qui était sur le job, sur le plateau ce jour-là, a démissionné. Il a littéralement quitté son job à cause de cette scène. Mais le plus beau, c'est que Bay était super fier de la collaboration avec la NASA. Dans les interviews, il disait on a travaillé étroitement avec la NASA pour s'assurer que tout était scientifiquement vrai. Les mecs de la NASA qui entendaient ça devaient avoir envie de se pendre avec leur cravate. Chapitre 5. Les effets spéciaux ou comment dépenser 140 millions en explosion. Alors, on va parler budget. 140 millions de dollars en 98, c'était énorme, hein, pour un film. Aujourd'hui, c'est rien, mais enfin, c'est beaucoup, mais c'est encore pas les triple A. Où est parti tout ce fric? Explosion, explosion, encore des explosions. L'équipe des effets spéciaux était dirigée par Pat McClung, un mec qui avait déjà bossé sur des films de guerre, sauf que là, Bell lui demandait des trucs complètement tarés. Pat, je veux une explosion qui soit visible depuis l'espace. Michael, c'est pas possible. Alors fais en sorte que ça le soit, répondit Michael.
Pour la scène de destruction de New York, ils ont construit des maquettes de la ville et les ont fait exploser. Mais Bay trouvait que ça n'était pas assez gros. Alors ils ont refait les maquettes en plus grand et les ont refait exploser. Toujours pas assez gros. Au final, ils ont fait exploser l'équivalent de 6 pâtés de maison en maquette, le tout pour 20 secondes de film. La météorite qui a détruit Paris, 15 millions de dollars pour cette scène. 15 millions pour voir la tour Eiffel se faire défoncer. Ben voulait que ça soit poétique. Ah, poétique, mon cul, ouais. Les combinaisons spatiales, elles ont coûté 1 million de dollars chacune. Ils en ont fait 15. Pourquoi 15 pour 8 acteurs principaux? Parce que Bay les faisait exploser. Il faisait littéralement exploser des combinaisons à 1 million de pièces parce que ça avait l'air cool. La scène où l'astéroïde passe près de la Lune, entièrement CGI, évidemment. Mais Bay voulait que la Lune ait l'air menaçante. Comment tu rends la Lune menaçante? En rajoutant des ombres dramatiques et de la musique épique. Apparemment, coût de la scène quand même, 8 millions pour filmer un putain de caillou qui passe devant la Lune. Mais le moment le plus cher du film, c'est le final, quand l'astéroïde explose. 25 millions de dollars pour cette explosion. Cette explosion. 25 millions. C'est plus que le budget total de certains films. Mais Bay voulait l'explosion la plus grosse de l'histoire du cinéma. Mission accomplie, connard. Mais je suis pas très fan de tout ce que fait Bay, des fois. Chapitre 6. La musique ou comment torturer nos oreilles avec classe. Plaisante, hein, j'adore Aerosmith. On peut pas parler d'Armageddon sans parler de cette putain de chanson. I Don't Wanna Miss a Thing d'Aerosmith. Cette ballade sirupeuse qui passe en boucle pendant tout le film et qui reste coincée dans sa tête pendant des semaines. L'histoire de cette chanson est hilarante. Diane Warren, la compositrice, l'avait écrite pour Céline Dion. Vous avez bien entendu, hein? Cette chanson était censée être chantée par Céline Dion. Céline Dion. Mais Ben voulait Aerosmith parce que Ben, et bah parce que Liv Tyler, évidemment. Steven Tyler a d'abord refusé. Il trouvait la chanson trop molle pour Aerosmith. Mais Ben l'a convaincu en lui montrant les scènes avec sa fille. Tyler a vu sa fille en train de pleurer en slow motion et a craqué. Le pouvoir du chantage émotionnel. L'enregistrement de la chanson a été épique. Tyler était bourré la moitié du temps. Il a enregistré 17 versions différentes. À la 18e, il a pété un câble et a détruit une guitare à 50 000 dollars. Ils ont gardé 7 versions. C'est celle qu'on entend dans le film. Mais attendez. Ça devient encore mieux. Bay voulait que la chanson jouait pendant toutes les scènes romantiques. Liv Tyler a dû écouter son père chanter pendant qu'elle embrassait Ben Affleck. Elle a dit dans une interview que c'était le truc le plus bizarre de sa carrière. Sans blague. La bande originale du film a été composée par Trevor Rabin avec Hans Zimmer qui a donné un coup de main. Bay leur donnait des instructions du genre: je veux que ça sonne comme si Dieu lui-même descendait du ciel pour botter le cul de cet astéroïde. Rabin et Zimmer se regardaient et se demandaient comment traduire ça en musique. Le thème principal du film, ce truc épique avec les cuivres qui gueulent, a été enregistré avec un orchestre de 120 musiciens. Bay trouvait que c'était pas assez fort. Ils ont ajouté des synthés. Toujours pas assez. Ils ont fini par mixer 5 orchestres différents ensemble. Le résultat,
un mur de son qui te fait saigner les oreilles. La chanson a été numéro 1 pendant 4 semaines. 4 semaines. Les gens écoutaient volontairement cette chanson. Alors j'avais mis cette merde, mais je l'aime cette chanson, au fond de moi. Elle a même été nominée aux Oscars. Heureusement ou malheureusement, elle a perdu contre My Heart Will Go On. Oui, on était là en 98. Choisir entre deux des chansons les plus chiantes de l'histoire du cinéma. Chapitre 7. Les scènes coupées ou même baies à des limites. Croyez-le ou non, il y a des scènes que même Michael Bay a trouvé trop connes pour les garder dans le film. Et quand on voit ce qui est resté dans le film, on se demande ce qui a bien pu être coupé. Il y a une scène avec Rockhound, Steve Buscemi, qui faisait l'amour à une alien qu'il hallucinait sur l'astéroïde. Oui, vous avez bien lu. Buscemi en train de baiser du vide en combinaison spatiale. La scène a été tournée. Elle existe quelque part dans les archives de Disney. Non, dormez bien avec cette info-là sous l'oreille. Une autre scène coupée montrait Bear, Michael Clark Duncan, Bear c'est ours, en train de sauver un chaton pendant la destruction de New York. Bay voulait montrer l'humanité au milieu du chaos. Sauf que le chaton a chié sur Duncan pendant la prise. Il a balancé le chat et s'est mis à gueuler. Bay a gardé les caméras qui tournent encore parce qu'il trouvait ça authentique. La scène a quand même été coupée parce que la protection des animaux a pété un câble. Il y avait toute une sous-intrigue avec la femme de Harry, la mère de Grace, qui était morte. Des flashbacks, des scènes de deuil, tout le tralala, quoi. 45 minutes de tournage pour développer le personnage de Harry, coupé. Pourquoi? À votre avis? Pas assez d'explosions? Dit Bay. La scène la plus dingue qui a été coupée, un combat de robots géants sur l'astéroïde. Je déconne pas, hein. Bay voulait que les foreuses se transforment en robots pour combattre. Alors, on sait pas quoi, l'astéroïde lui-même, probablement. Les producteurs ont mis leur veto. C'est dire le niveau de folie qu'on avait atteint. Cette idée est probablement ce qui leur a donné naissance à Transformers 10 ans plus tard. Owen Wilson avait une scène de mort héroïque qui durait 10 minutes. Son personnage se sacrifiait pour sauver l'équipe en retenant une porte qui allait exploser. Le problème, Wilson ne pouvait pas s'empêcher de rire pendant la scène. Il trouvait le dialogue tellement con qu'il éclatait de rire à chaque prise. Après 30 prises, Bay a abandonné et a décidé que le personnage survivrait. True story, hein. Histoire vraie. Chapitre 8. La science d'Armageddon ou comment violer les lois de la physique. Parlons science. Ou plutôt, parlons de l'absence totale de science dans ce film. Des scientifiques se sont amusés à compter toutes les impossibilités scientifiques dans Armageddon. Ils ont arrêté de compter à 168. Commençons par la base. Un astéroïde de la taille du Texas qui arrive sans qu'on le voie jusqu'à 18 jours avant l'impact. Le Texas fait 695 000 km². Un truc de cette taille, on l'aurait vu arriver des années à l'avance. Mais non, dans l'univers de Bay, les astronomes sont apparemment tous bourrés. Ensuite, l'idée de forêt à 240 mètres pourrait faire explorer l'astéroïde. Un scientifique a calculé qu'il faudrait une bombe 1 milliard de fois plus puissante que celle du film pour simplement dévier un astéroïde de cette taille. La bombe du film ferait l'équivalent d'un pet de mouche sur l'astéroïde. Les navettes spatiales qui décollent et atterrissent comme des avions de chasse
Impossible. Une navette, c'est une brique volante. Ça ne fait pas de looping, ça ne fait pas de virage serré. Ça vole tout droit et ça prie pour pas exploser. La gravité sur l'astéroïde est complètement foirée. Les mecs marchent normalement alors qu'ils devraient faire des bonds de 10 mètres. Mais le plus drôle, c'est quand ils tombent. Ils tombent à la même vitesse que sur Terre. Sur un astéroïde, tu tombes au ralenti, connard. La scène où ils ravitaillent la station spatiale russe, les deux navettes spatiales arrivent en même temps, ça marche tranquillement, font le plein comme une station-service. Dans la vraie vie, l'amarrage à une station spatiale prend des heures et nécessite une précision millimétrique. Mais bon, on n'est pas à ça près. Le feu dans l'espace, il y a du feu dans l'espace. Du feu dans l'espace sans oxygène, bien sûr. Les explosions font des boules de feu qui durent des plombes. Michael Bay a littéralement inventé une nouvelle physique où le feu n'a pas besoin d'oxygène. Et le son, on entend tout dans l'espace. Les explosions, les foreuses, les mecs qui gueulent. L'espace dans Armageddon est plus brillant qu'un concert de Metallica. Dans la vraie vie, silence total, mais le silence chiant selon Bay. La transmission en direct depuis l'astéroïde, aucun délai. Harry parle à sa fille en temps réel, alors qu'il y a des millions de kilomètres. Dans la réalité, il aurait fallu plusieurs minutes de délai. Mais qui a le temps d'attendre quand t'as des trucs à faire exploser? Chapitre 9. La sortie du film ou comment faire un carton avec de la merde. Juillet 1998, Armageddon sort dans les salles. Les critiques, massacrés. Roger Ebert, notre cher ami, lui a donné 1 étoile sur 4 en disant que c'était un assaut sur les sens, l'intelligence et le bon goût. Le New York Times l'a décrit comme le triomphe du bruit sur la substance. Mais devinez quoi? Le public s'en foutait. Le film a fait 36 millions de dollars le premier week-end. Les gens faisaient la queue pour voir Bruce Willis sauver le monde. Les salles étaient pleines de mecs qui applaudissaient quand l'astéroïde explosait. Le film a fini par faire 553 millions de dollars dans le monde. Pour un film que tout le monde s'accordait à dire qu'il était con. C'était le plus gros succès de 98. Plus gros que Il faut sauver le soldat Ryan. Laissez ça s'imprégner. Les gens ont préféré voir des foreurs dans l'espoir plutôt qu'un chef-d'œuvre de Spielberg. En France, le film a cartonné aussi. 5 millions d'entrées. Les Français, ce peuple cultivé et sophistiqué, se sont rués pour voir Paris se faire défoncer par une météorite. Il y a même eu des applaudissements dans certaines salles quand la Tour Eiffel s'est fait dégommer. L'autodérision à la française. Le DVD est sorti quelques mois plus tard avec un director cut de 3 heures. Bay avait rajouté 30 minutes d'explosion et de scènes coupées. Le DVD s'est vendu comme des petits pains. Les gens voulaient plus d'Armageddon. C'est là qu'on réalise que l'humanité est foutue. La presse spécialisée était partagée entre l'admiration pour le spectacle et le dégoût pour la stupidité. Variety a écrit: c'est soit le meilleur ou le mauvais meilleur film jamais fait, soit le pire bon film jamais fait. Personne ne savait vraiment quoi en penser. Le film a été nominé pour 4 Oscars. Bon, c'était pour les effets visuels, le son, la chanson d'Aerosmith et le montage sonore. Il n'a rien gagné, évidemment. Mais le fait qu'il ait été nominé montre à quel point 98 était une année bizarre. Chapitre 10. L'héritage ou comment ce film a baisé le cinéma. Armageddon a changé Hollywood.
Pas en bien, hein, mais il l'a changé. Après le succès du film, tous les studios voulaient leur Armageddon. Des films bourrés d'action, d'explosions, avec des concepts débiles mais des stars bankable. On a eu droit à des déferlantes de merde cataclysmique, The Core 2012, Geostorm. Tous essayaient de capturer la magie d'Armageddon. Tous ont échoué parce qu'ils n'avaient pas Michael Bay et sa folie particulière. Bay lui-même est devenu le roi d'Hollywood. Les studios lui donnaient des budgets limités pour faire exploser des trucs. On a eu Pearl Harbor, Armageddon avec des Japonais, Transformers, Armageddon avec des robots, et ainsi de suite. Le mec a construit sa carrière sur le principe, plus c'est gros, plus c'est con, mieux c'est. Le film a aussi lancé la mode des summer blockbusters, complètement débiles. Avant, les films étaient comme des trucs comme Jurassic Park ou Independence Day, des films cons, certes, mais avec un minimum de cohérence. Après Armageddon, la barre était tellement basse qu'on pouvait sortir n'importe quoi. L'influence sur les acteurs a été intéressante. Bruce Willis s'est enfermé dans les rôles de dur à cuire qui sauvent le monde. Il a fait 15 films où il joue basiquement Harry Stamper avec des noms différents. Ben Affleck, il a fait Daredevil, Batman versus Superman. Donc on peut dire qu'Armageddon l'a traumatisé. Liv Tyler a réussi à s'en sortir en faisant le Seigneur des Anneaux, mais elle dit aujourd'hui encore que des fans lui demandent de pleurer en slow motion quand il la rencontre. Le pouvoir d'Armageddon. Steve Buscemi est probablement le seul qui en est sorti grandi. Sa performance complètement barrée lui a valu des rôles dans des films Cohen et autres trucs classe. Comme quoi, même dans la merde la plus totale, le talent peut briller. Chapitre 11. Les fans ou la secte d'Armageddon. Le plus dingue avec Armageddon, c'est qu'il y a des fans hardcore. Des gens qui considèrent ce film comme un chef-d'œuvre. Ils ont des forums, des conventions, des forêts, des cosplays. Pardon, excusez-moi, mon chat vient de faire tomber mon téléphone. Des foreurs de l'espace, c'est flippant. Il y a un mec au Texas qui a reproduit la foreuse du film dans son jardin. Grandeur nature. Il organise des viewing parties où les gens viennent regarder le film en buvant de la bière et en criant America à chaque explosion. Ce mec est soit un génie, soit un taré. Probablement les deux, je pense. En 2018, pour les 20 ans du film, il y a eu une projection spéciale à Houston avec une partie du cast. Les billets se sont vendus en 30 minutes. Les gens ont fait la queue pendant des heures pour avoir un autographe de l'assistant réalisateur. L'assistant réalisateur, c'est déjà pas mal, hein. Sur Reddit, il y a un sous-forum dédié à Armageddon avec 50 000 membres. Ils analysent chaque scène, chaque réplique, chaque explosion. Quelqu'un fait une thèse de 200 pages sur la symbolique christique de Harry Stamper. Je ne déconne pas. Ce mec a écrit 200 pages pour expliquer que Bruce Willis est Jésus. Le film est devenu un culte classique ironique. Les gens l'adorent parce qu'il est nul. C'est le The Room des blockbusters. Des cinémas organisent des séances participatives où le public crie les répliques et lance des trucs sur l'écran pendant les scènes romantiques. Il y a même un drinking game, un jeu à boire. Armageddon, tu bois à chaque explosion, à chaque fois que quelqu'un dit astéroïde, ou à chaque violation des lois de la physique. Attention, ce jeu peut causer des comas éthyliques. Littéralement. Un mec en Australie a fini à l'hôpital après avoir essayé.
Le plus beau, c'est Michael Bay adore ses fans. Il dit que ce sont les seuls qui comprennent sa vision. Il est allé à plusieurs conventions et a signé des foreuses miniatures. Le mec assume totalement d'avoir fait le film le plus con d'histoire et il en est fier. Chapitre 12. Ce qu'ils sont devenus ou la malédiction d'Armageddon. Qu'est-ce qu'ils sont tous devenus après ce moment de conneries? Bruce Willis a continué à faire des films d'action de plus en plus nuls jusqu'à ce qu'on découvre qu'il souffrait d'aphasie, le pauvre. Rétrospectivement, ça explique pourquoi il acceptait peut-être n'importe quel script. Peut-être qu'il aimait juste l'argent facile. On ne saura jamais, malheureusement. Ben Affleck a eu une carrière en montagne russe. Il a gagné un Oscar pour le scénario de God Will Hunting, comme quoi il savait écrire des trucs intelligents. Mais il a quand même fait Daredevil et Gigli, toucher le fond, remonter avec The Town et Argo, puis retoucher le fond avec Batman versus Superman. Armageddon l'a probablement maudit à alterner entre génie et nullité. Liv Tyler a fait Le Seigneur des Anneaux et, bah, pas grand-chose d'autre de mémorable. Elle dit dans les interviews qu'elle est reconnaissante pour Armageddon parce que ça lui a permis de rencontrer Peter Jackson. C'est comme remercier une intoxication alimentaire parce que ça t'a fait découvrir un bon hôpital. Steve Buscemi continue d'être Steve Buscemi. Le mec apparaît dans tout et n'importe quoi et il est toujours excellent. C'est la preuve vivante qu'on peut survivre à un film de Michael Bay avec sa dignité intacte. Billy Bob Thornton a fait des trucs comme Bad Santa qui est génial. Bad Santa 1, Bad Santa 2. Des apparitions dans des séries. Il était dans Fargo, par exemple. La série, hein. C'était cool. Et surtout, il a épousé Angelina Jolie. Et il portait des fioles de sang autour du cou. Armageddon rend visiblement les gens un peu fous, hein. Owen Wilson est devenu une star de comédie avec son wow caractéristique. Il ne parle jamais d'Armageddon dans les interviews. Jamais. C'est comme si le film n'existait pas pour lui. Peut-être que c'est une sage décision pour lui. Michael Clark Duncan, qui est parti trop tôt, mais a eu le temps de le faire à la ligne verte, prouvant qu'il valait mieux que les films de Bay. Big Rip, man. R.I.P. À toi, Michael Clark Duncan. William Fichtner, qui jouait le psychologue de la NASA, a fait une carrière solide dans des seconds rôles. Il dit qu'Armageddon lui a appris une leçon importante. Toujours lire le script en entier avant de signer. Il avait signé en ne lisant que les scènes où il était et avait découvert que le reste du film que en le voyant. Le choc. Et Michael Bay, ce fils de pute, continue de faire des films. Transformers, Ambulance, Six Underground. Toujours la même recette. Prenez un concept simple, rajoutez 200 millions de dollars d'explosion, filmez avec 47 caméras, montiez comme si vous étiez sous coke, égale profit. Pourquoi on aime cette merde? Alors voilà, on arrive à la fin de ce podcast qui arrive à 40 minutes et quelques sur Armageddon. Et la question qui reste est pourquoi on aime ce film? Parce qu'avons-le, on l'aime. On a beau se moquer, on a beau dire que c'est de la merde. On a tous regardé Armageddon au moins 5 fois. On connaît les répliques par cœur. On chiale comme des cons quand Harry appuie sur le bouton. Peut-être c'est parce qu'Armageddon est honnête dans sa connerie. Le film ne prétend pas être intelligent. Il ne prétend pas avoir un message profond. Il dit, voilà Bruce Willis qui va faire exploser un astéroïde pour sauver le monde. Enjoy. Et on enjoy.
C'est le comfort food du cinéma. Tu sais, c'est mauvais pour toi. Tu sais que c'est bourré de trucs chimiques. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon sur le moment. C'est d'un Big Mac cinématographique. Et puis, il faut le reconnaître que Michael Bay a des couilles. Le mec a pris 140 millions de dollars. Il a fait exactement le film qu'il voulait faire. Pas de compromis, pas de demi-mesure. Juste 2h30 de pure folie bayenne. C'est respectable, dans un sens tordu. Armageddon, c'est aussi un témoin de son époque. Les années 90, c'était l'âge de l'optimisme américain débile. On pensait qu'on pouvait tout résoudre avec assez de TNT et de bonnes intentions. Le film capture parfaitement cet esprit. Et puis merde, c'est fun, c'est con, c'est bruyant, c'est excessif, mais c'est fun. Dans un monde de films qui se prennent trop au sérieux, Armageddon nous rappelle parfois tout ce qu'on veut, c'est voir des trucs exploser. Alors la prochaine fois que vous tombez sur Armageddon à la télé, et vous tomberez dessus, ce film passe tout le temps, ne changez pas de chaîne. Installez-vous confortablement, éteignez votre cerveau et profitez du spectacle. Parce qu'au fond, on est tous des Harry Stamper. Face à l'astéroïde de la vie quotidienne, on aimerait tous pouvoir appuyer sur un gros bouton rouge et tout faire péter. I don't wanna close your eyes. Si vous avez survécu à ces 50 minutes, 40 minutes et quelques, sur Armageddon, félicitations. Vous êtes membre officiel du club des survivants d'Armageddon. Votre certificat est dans mon mail. Non, je déconne. Il n'y a pas de certificat. Vous avez ma reconnaissance éternelle pour avoir enduré mes conneries pendant tout ce temps. Maintenant, allez regarder le film. Vous savez que vous en avez envie. Et n'oubliez pas, avant, abonnez-vous à ma chaîne, mettez 5 étoiles, likez. Ça fait beaucoup remonter mon podcast dans les algorithmes et ça me permet d'avoir plus d'écoute. C'est important pour moi. Je vous remercie. Ça coûte rien. S'il vous plaît, je vous remercie encore et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Trois mois avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les bouleros, c'est du dragonal. D'autres personnes? Quel genre de personnes? Bah, ça serait des gens comme vous. Des professions libérales? Non, non, non. Des vieux.